Buonasera tifosi, ça y est, on a la 4e place. C'est la place la plus haute qu'on a eue depuis le début du championnat. Parce que comme vous le savez, dans les premiers matchs, on a fait un score nullissime, donc on n'a jamais été aussi haut. Aujourd'hui, on est 4e, certes à égalité de points avec l'Atalanta, qui toutefois a 2 matchs en moins. Celui de demain qu'elle va disputer contre la capolista Inter, et donc demain, malgré nous, et je vous jure que c'est vraiment pas facile du tout, on va être obligé d'espérer que l'Inter gagne et donc que l'Atalanta perde, et doit récupérer encore le match Atalanta-Torino car le Torino n'était pas allé à Bergamo pour disputer pour des raisons Covid, vous savez tout ce qui s'est passé. Et donc voici l'analyse de cette Juventus-Udinese 2-0, donc match joué au domicile, heureusement, avec bien entendu très peu de monde sur les estrades, parce qu'aujourd'hui l'Italie n'autorise que 5000 places pour les spectateurs, donc bon, ça va être ça, ce match-là. Le prochain, je crois encore, il y en a encore 2 comme ça, et après on va voir ce que le gouvernement va décider. Mais dans tous les cas, avant de démarrer l'analyse à chaud, je vous propose 1 de liker, parce que je suis sympa, 2 de commentaires, comme ça on peut discuter un peu de tout ce qui s'est passé dans le match, et 3, si vous êtes des nouveaux arrivants, de vous abonner à la chaîne et de vous inscrire. C'est 2 actions différentes, l'inscription et l'abonnement, et si vous cliquez sur la petite cloche, ça vous met au courant de quand je poste les nouvelles vidéos. Et donc c'était un début difficile pour la Juventus avec beaucoup d'imprécisions, et le fait que l'Udinese faisait une défense pratiquement à 9 n'aidait pas vraiment. Donc la manœuvre stagnait au milieu du terrain et la seule solution semblait être le long lancé. Kulusevski, Allegri lui demandait d'aller dans l'axe pour laisser un gros couloir devant libre à Quadrado, chose qu'il a fait pendant quelques temps, une dizaine de minutes, mais après il a complètement abandonné. Et d'ailleurs, l'Udinese couvait très bien la zone du ballon, et donc on n'arrivait pas à percer de ce côté-là. Et Kulusevski, mon Dieu les gars, il a encore fait un match des siens. Moi ce joueur, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il n'arrive pas à s'exprimer comment il le faisait à Parma. Mais c'est vraiment des choses basiques. Avant, dès qu'il prenait le ballon, il se retournait dans un mouchoir et il partait à la course, et même avec des coups d'épaule, on ne l'arrêtait pas. Et c'est pas ce Kulusevski là, parce que déjà la plupart des fois, il n'arrive pas à arrêter le ballon, à faire un stop orienté vers la direction qu'il veut entreprendre, c'est-à-dire la cage de but adversaire normalement. Mais en plus de ça, au minime coup d'épaule de l'adversaire, il se déstabilise, il perd l'équilibre et donc il perd le ballon. C'est incroyable comment ce joueur-là s'est vraiment perdu chez nous. Moi, je pense que 35 000, on le donne mais à qui le veut, mais pas parce qu'il est mauvais, mais juste parce qu'il n'arrive pas à exploser chez nous, et c'est dommage pour lui et pour nous en même temps. Il est vraiment embarrassant, il perd tous les ballons et il fait des mauvais choix. Donc franchement, autant pour les deux, pour le bien des deux, de nous et de lui, vaut mieux qu'il parte, quoi. Et s'il explose ailleurs, ben ok, et ça sera tant mieux, quoi, parce que chez nous, il n'arrive vraiment pas. J'ai remarqué pendant la première mi-temps, parce que c'est la seule mi-temps qu'il a joué, Arthur, il essayait beaucoup la verticalisation, mais il s'est trompé beaucoup de fois. Il se faisait toujours intercepter par les joueurs de l'Udinese. Par contre, c'est vraiment par une de ces verticalisations réussites de Arthur Verken à la 19e, qu'on arrive à déclencher l'action du but. Et tout dans l'axe, Arthur Verken qui dévie pour Dybala, qui se retrouve un peu avec de la chance parce que le défenseur perd le ballon devant la cage, et là c'est un penalty, un mouvement de la... C'est sûr que Paulo Dybala il se trompe pas pour le 1-0 de la Juventus. Après ça, la Juventus m'a semblé quand même plus en confiance. Peut-être qu'en ce moment, il y a en plus une anxiétude du résultat, et donc l'équipe est très laborieuse et très énervée à la recherche vraiment d'une solution pour percer la défense adverse. Et quand c'est des équipes qui se défendent très bien, l'Udinese c'était un solide 5-3-2, mais en gros ils étaient à 9 sur la ligne du ballon, bah, la Juventus semble s'énerver. Chose qu'après le but, je n'ai pas vu. J'ai vu une équipe beaucoup plus détendue qui prenait vraiment le contrôle du match, et on dirait, voilà, qu'il faisait mieux circuler le ballon et qu'il en perdait moins.
Une autre verticalisation ratée d'Arthur, je vous en parlais tout à l'heure, comme quoi il a quand même raté beaucoup, donne la première occasion d'ailleurs à l'Udinese, mais les défenseurs de la Juventus sont aussi fautifs parce qu'il laisse trop la place à Beto qui se libère pour la frappe et heureusement Chesney est sur la trajectoire. Donc Arthur après a fait aussi d'autres boulettes et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il a été remplacé parce qu'il avait pris un jaune et parce que quand même il a fait beaucoup d'erreurs, même si comme dit le but est parti de ses pieds à lui. Donc Betancourt dans la première mi-temps fait des bonnes récupérations, il m'a un peu épaté, donc il a fait à mon sens une bonne prestation, mais nous ne l'oublions pas que Betancourt il en fait une suffisante et 3 derrière qui sont vraiment pas à l'auteur. La dernière belle récupération de Betancourt donne aussi l'occasion à Paulo Dybala de frapper, mais là Dybala vraiment envoie aux étoiles ce ballon là. Pour la deuxième mi-temps, c'est à peu près le même scénario qui se passe, donc rien ne change forcément. La Juventus a le contrôle, mais beaucoup d'erreurs en phase de construction et quelques ballons perdus viennent vraiment à rendre vain toute cette phase de possession. Néanmoins, j'ai vraiment eu à aucun moment l'impression qu'on allait subir. Ça c'est vraiment, ça s'explique pas, c'est des sensations. Vous savez, vous pouvez sentir quand l'équipe lâche un peu et limite on va prendre un but. Moi honnêtement j'ai pas eu de sensation qui me disait bientôt on va prendre un but. Et donc la deuxième mi-temps, comme je vous disais, Locatelli qui n'a pas joué parce qu'il était diffidato, je sais pas comment on dit en français, d'ailleurs si vous voulez bien me le dire dans les commentaires, comment on dit quand on a beaucoup de cartons jaunes et si on prend un carton jaune on saute le match d'après. Donc Locatelli il a été tenu sur le banc parce que s'il prenait un carton jaune dans ce match il aurait sauté le prochain contre le Milan et on tient vraiment à voir l'équipe titulaire, mais il rentre dans la deuxième mi-temps à la place d'Arthur parce qu'Arthur avait pris un carton jaune et donc s'il en prenait un deuxième, ben on aurait fini le match en 10. Il y a aussi Bernardes qui rentre parce que vraiment Kulusevski a vraiment fait beaucoup de faux pas dans la première mi-temps. Et quelques minutes après, c'est aussi De Sciglio qui rentre pour Pellegrini. Et ça, à mon avis, c'était une très bonne idée parce que Pellegrini, il a fait un match assez bon. On va pas dire qu'il a fait un match extraordinaire. Disons qu'il a une note de 6 sur 10. Par contre, De Sciglio, il était beaucoup plus ordonné, beaucoup plus propositif. D'ailleurs, il a fait 2-3 centres vraiment pas mal, dont celui qui va pré-générer le but. En gros, avec ces changements-là, Allegri semble vouloir sécuriser à la fois le match en cours, parce qu'il enlève des joueurs qui potentiellement nous auraient fait finir le match en 10, mais aussi le prochain match, parce que voilà, on ne tient pas non plus à qu'il y ait des joueurs qui se blessent ou qui prennent des cartons jaunes, donc les fameux diffidati, qui auraient sauté le match, le prochain match contre le Milan. Il y a aussi Ken qui sort pour Morata. Ken, match assez anonyme, hein, on va pas se le cacher. Morata fait un peu mieux. C'est vrai que dans le deuxième but, c'est un peu lui qui ouvre la voie à la lancée de Dybala vers De Sciglio, qui va donc libérer De Sciglio, parce que si vous regardez bien l'action, Morata fait un contre-mouvement qui va permettre de sortir un des défenseurs, je crois que c'était Soupi, ce qui va libérer et donner la place à De Sciglio de s'insérer. Le lancer de Dybala le trouve assez aisément. De Sciglio fait un très beau centre pour McKennie qui de la tête met son troisième but, je crois, en 5 matchs, quelque chose du genre, mais pour vous faire voir à quel point McKennie vraiment prend de l'ampleur et devient un joueur important dans cette Juventus. En gros, faites les distinctions d'usage. Moi, McKennie aujourd'hui, je peux bien le comparer à un petit Milinkovic-Savic parce qu'il a un peu le même rôle d'un curseur des milieux de terrain qui à la fois est un peu en interdiction, mais qui s'en sert beaucoup et qui marque beaucoup de buts de la tête, mais aussi il lui arrivait de marquer des pieds. Je crois que sur les 5 buts qu'il a fait cette saison, il en a fait 3 de la tête et 2 de pied. Il m'a semblé à un certain moment de voir Caio Jorge qui se préparait pour rentrer, mais j'ai dû me tromper parce que voilà, il n'est pas rentré. Et je trouve que ça aurait été une très bonne idée, mais Allegri doit avoir ses raisons, de faire rentrer Caio Jorge pour les dernières 10 minutes pour faire reposer Dybala en vue du big match, toujours pas du Big Mac,
du big match de la semaine prochaine contre le Milan. Le frisson final, quand on était quand même déjà sur le 2-0, mais toujours ça fait chier de prendre un but comme ça, c'est Rugani qui se fait lober par le ricochet d'un ballon, mais après sur la course, il arrive assez bien à rattraper le défenseur qu'il devait tenir et elle a anticipé. Donc on termine ce match avec un clean sheet, un 2-0 assez net, avec une prestation toutefois, je pense, bonne de la Juventus qui a dû composer avec des défections dues au fait qu'on a voulu épargner des joueurs pour être tout le monde sain et sauf contre le Milan la semaine prochaine. Et donc je vous le disais, comme on le voit ici, aujourd'hui on est à la 4e place à égalité avec l'Atalanta, mais l'Atalanta doit encore disputer 2 matchs, celui contre l'Inter et celui contre le Torino. Et ben nous, bah écoutez, c'est notre 2e victoire d'affilée. Honnêtement, s'il n'y avait pas eu le match nul avec le Naples, aujourd'hui on parlerait de 5 victoires d'affilée. Le dernier résultat avant ces 5 matchs-là, c'était le 1-1 avec le Venezia, si vous vous souvenez, avant la pause de Noël. Donc, honnêtement, encore un beau parcours de la Juventus. Certes, ça aurait pu être mieux avec les 3 points avec le Napoli, mais les gars, on se rapproche doucement mais sûrement. Moi, j'ai vraiment des bons espoirs. Ce qui va être vraiment radical, ça va être notre score de la semaine prochaine et celui d'après contre l'Atalanta. Je vais vite fait mettre les prochains matchs de la Juventus. Il faut que j'y arrive par petit à petit. Donc, on a mardi la Coppa Italia contre la Sampdoria. Autant dire que si vous voulez mon avis, et là vous allez peut-être me détester, je ferai un fort tournoi vert contre la Sampdoria, quitte à faire jouer des joueurs qui n'ont pas du tout joué dernièrement, comme Caio Org, mais même Mathias Soulé, à les faire jouer titulaires, parce que honnêtement, vraiment, moi je suis pour dégager le calendrier, même si on sort de la Coppa Italia. Je suis désolé, mais c'est pas grave. La 4e place est vraiment trop importante cette année-là. Et dans la vidéo de demain, je vais vous dire pourquoi elle est autant importante, parce qu'il y a eu des nouveautés côté mercato. Je vous la fais bref. Si on va pas en Champions League, on va pas faire beaucoup d'investissements, mais on en parle mieux dans la vidéo de demain. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne si c'est pas fait. Et donc après on a dimanche prochain le Milan en transfert, donc à l'extérieur, très antipathique d'aller à San Siro. Heureusement il y aura que 5000 supporters, mais quand même c'est un stade où c'est vraiment chaud de jouer, et le Milan il est en forme, hein, on va pas se le cacher. Ensuite on aura le Verona, et l'autre match assez structurant, ça va être Atalanta-Juventus. Les gars, on a fait un beau parcours jusqu'à maintenant. Franchement, si on arrive à gagner 6 points contre Milan et Atalanta, moi je vous jure, on ira en Champions League. Je m'engage aujourd'hui, on ira en Champions League si on bat Milan et Atalanta. Parce qu'à ce moment-là, on raccourcit beaucoup le classement. Certes, le Milan, il est dans la foulée, si vous voulez, en ce moment, pour gagner le championnat, mais on n'est jamais à l'abri. Aujourd'hui la course on l'a fait sur l'Atalanta et sur le Napoli, mais si le Milan arrive à avoir une dégringolade, et aujourd'hui ils sont pas loin, hein, ils sont à 48 points, le Napoli à 43 et nous à 41, donc en fait on a quelques points. Si le Napoli gagne demain, il monte à 46, nous étant à 41, ça fait 5 points. Et le Milan, s'il gagne demain, ils vont à 51, ce qui fait 8 points de différence avec nous. Donc honnêtement, ils sont là, on va pas se le cacher. Donc à mon sens, sauf l'Inter, elles sont toutes rattrapables, mais on doit gagner les matchs directs. On doit gagner contre Atalanta et on doit gagner contre Milan. On n'a pas gagné contre le Napoli, il aurait fallu aussi. Et pourquoi il aurait fallu gagner contre les 3 directs adversaires pour la Champions League? Parce qu'à la fin des comptes, si on arrive à égalité de points, c'est aussi les victoires ou défaites ou matchs nuls dans les matchs directs qui vont faire le classement. L'année dernière, c'est Faraoni qui nous a sauvés. Parce que si on était arrivé à égalité de points avec le Napoli, si le Napoli
qui aurait été en Champions League. Donc bon, on n'a pas gagné contre le Napoli, on n'a fait que un match nul, donc à égalité, il nous surpasse aujourd'hui. Par contre, il faut à tout prix gagner contre Atalanta et Milan pour raccourcir le classement et se donner une chance, si jamais égalité de points, en fin de championnat. Mes amis, merci de votre écoute, like, commentaire, inscription, abonnement, faites-moi la totale, rendez-moi heureux et rendez-vous heureux, parce que moi, à chaque fois qu'il y a like, commentaire, inscription et abonnement, moi, ça me donne encore plus envie de m'investir dans la chaîne. Passez une bonne soirée, fino alla fine, Forza Juventus.